Bonjour monsieur, vous nous avez présenté un petit peu les innovations en matière d'automobile. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit résumé rapide s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, le produit est en train de changer profondément à deux niveaux. Premier niveau, c'est que, on le sait, l'urgence climatique fait qu'il faut basculer très rapidement vers des produits qui sont moins nocifs pour l'environnement. Et quand je dis moins nocifs, c'est la fin des véhicules thermiques. On sait que c'est prévu pour 2035 en Europe. Donc, les véhicules deviennent des véhicules électriques, les coûts sont encore élevés, mais tout ça va baisser obligatoirement, la technologie va s'améliorer, les batteries seront plus durables, donc elles permettront de faire plus de kilomètres. Et dans ce domaine, on le sait, il y a un acteur qui a créé le vertical, c'est Elon Musk, même si aujourd'hui la concurrence est très importante. Une deuxième évolution majeure des véhicules, c'est l'intronisation de la technologie et aujourd'hui ça devient des plateformes logicielles. Il y a des services qui sont en train progressivement de rentrer dans le véhicule. On l'a vu avec Valtech Mobility qui aujourd'hui gère pour les véhicules Audi l'App Store interne, c'est-à-dire les différents services embarqués dans un véhicule, que ce soit la géolocalisation, la musique. Donc de plus en plus de services vont être dans les véhicules et nous permettront d'aller vers la troisième dimension de la présentation qui était Mobility as a Service, c'est-à-dire que bien évidemment il y a ce qui est au sein du véhicule, mais de plus en plus il va y avoir un écosystème autour du produit qui est le véhicule et c'est là qu'on rejoint la mobilité et c'est là que l'on voit éclore un nouveau marché, notamment dans les centres urbains avec plein de nouveaux modes de mobilité. On parle de mobilité douce, les trottinettes, les vélos électriques, qui sont d'ailleurs souvent en coopétition ou complémentaires à l'usage d'un véhicule que l'on posséderait ou bien d'un transport public et qui vont permettre progressivement finalement de faciliter notre vie au quotidien tout en respectant de plus en plus l'environnement. Vous pensez quoi de ce qui s'est passé à Paris, la suppression des trottinettes? J'étais très partagé, je vous avoue, parce que d'un côté je trouve l'outil super, l'usage hyper intéressant pour de la mobilité, on va dire, sur des trajets assez courts. Par contre, les usages des personnes qui étaient dessus, c'était n'importe quoi. Donc je vous avoue, j'ai voté pour qu'on évince les trottinettes, alors qu'en réalité, c'est à contre-courant pour moi de ce que je pense. Mais l'incapacité de la mairie de Paris ou de la préfecture de police de pouvoir gérer les usages nauséabonds, trois personnes sur une trottinette ou bien des personnes qui souvent conduisaient leur trottinette sur les trottoirs. Tout cela faisait que ça créait plus un sentiment d'insécurité par rapport aux bénéfices apportés pour ceux qui les utilisaient, c'est-à-dire une niche de la population. Pour revenir à la voiture, vous disiez lors de la table ronde qu'une voiture avait plus de lignes de code qu'un avion maintenant. Oui, donc ça veut dire que ça rend la voiture beaucoup plus puissante technologiquement et ça la rapproche plus d'un smartphone que d'un objet qu'on pense être incroyable en termes de technologie, qui est un Airbus par exemple ou un avion. Donc ça veut dire que de plus en plus de complexité doivent être gérées dans un véhicule, à la fois évidemment sur la nature du véhicule autonome, c'est-à-dire la conduite, mais aussi tous les services que l'on peut agréger et qui potentiellement en feront la prochaine plateforme phare du marché. On parle beaucoup des casques de réalité virtuelle, mais c'est pas pour rien que tous les acteurs de la Big Tech aujourd'hui rôdent autour de la voiture. C'est là où il y a... Il y a la Software République par exemple. Tout à fait, exactement. C'est l'un des acteurs. Alors il n'y a pas que des acteurs de la Big Tech. Il y a un écosystème qui est en train de se construire autour de, encore une fois, tous les services et toutes les interfaces utilisateurs qu'il faudra créer pour relayer ces services, pour les faire vivre. Et évidemment, il faut trouver les modèles économiques. C'est aussi le sujet, parce que sans modèle économique, sans rentabilité, ces services ne survivront pas. Et c'est ce que l'on voit d'ailleurs sur les premiers services en partage, comme les trottinettes, comme les vélos électriques. Il y aura beaucoup de casse aussi, parce que finalement, beaucoup de services ne trouveront pas un usage universel et donc ne seront pas capables, par rapport aux investissements, de trouver un mode de rentabilité. Il y a des enjeux de cybersécurité aussi. Si la voiture devient
Quelque part un ordinateur, on peut faire ça. Enfin, ça peut être dangereux d'avoir un acte cybermalveillant, par exemple. Bien sûr, c'est des sujets qui sont régulièrement évoqués dans toutes les conférences où les personnes qui aujourd'hui créent ces services parlent. En effet, vous pouvez très bien avoir quelqu'un à distance qui demain prend le contrôle de votre voiture et décide de vous envoyer contre un bus ou bien une flotte de véhicules pour créer des actes, pourquoi pas terroristes. Donc c'est un vrai sujet. Ça va être une course aux armements permanente entre les hackers et ceux qui appliquent les patchs de sécurité. Mais on aura exactement les mêmes problèmes en termes de cybersécurité que l'on en a sur un smartphone, sauf que c'est plus problématique parce que, évidemment, la vie humaine est en jeu quand on est dans un véhicule. Maintenant, essayons de garder espoir parce que dans le même temps, tous les avions ne sont pas non plus hijackés au quotidien par des cyber-hackers. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 35 000 rotations par jour d'avions dans le monde entier. Sur le véhicule autonome promis par Elon Musk notamment, vous sembliez un peu sceptique tout à l'heure. Ah, c'est pire que ça, c'est une vente mensongère. Aujourd'hui, les véhicules autonomes d'Elon Musk sont à peine niveau 2. Niveau 2, allez. Et ça fait 7 ans qu'il nous promet un véhicule dans lequel quasiment... Il a fait des nouvelles promesses là. Oui, alors il fait des promesses à peu près régulièrement et ça fait aussi des années. Des fois il en tient. Des fois il en tient, mais d'une manière générale, bon après c'est sa force aussi, hein, c'est ce qui fait que les marques qu'il lance, elles explosent. Ça crée l'intérêt. Ça crée l'intérêt parce que c'est lui-même la marque d'ailleurs, hein, il crée lui-même une force d'attraction et d'attractivité. Mais néanmoins, si on reprend toutes les prophéties d'Elon Musk, en général, il y en a 1 sur 10 qui voit le jour. Elles sont pas mal, celles qui fonctionnent. Elles sont pas mal et on ne va pas non plus complètement le critiquer parce qu'il ose aller sur des territoires où je pense aujourd'hui que notamment les acteurs publics américains ont renoncé. L'infrastructure des véhicules électriques, c'est lui. Starlink, c'est lui. Et le Pentagone dépend énormément de ces outils de communication. La NASA n'enverrait plus aujourd'hui une fusée dans le ciel s'il n'y avait pas SpaceX. Donc il est très présent, un acteur incontournable malgré les erreurs qu'il peut commettre, les erreurs de jugement. Mais ça, c'est le personnage qui fait ça, c'est sa force et sa faiblesse. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris tout à l'heure justement à ce sujet. Vous parliez, je crois, du système de guidage des Tesla qui était moins performant que d'autres parce que Elon Musk ne voulait pas intégrer des systèmes de radar, vous disiez, non? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des systèmes hardware, hein, donc matériel, qu'il ne met pas dans les Tesla. Pour vous, c'était par économie? Ah ben oui, complètement. C'est-à-dire qu'il va augmenter le prix de ces véhicules et donc ça baissera de facto les ventes. Et on le sait, aujourd'hui, il est dans une course aux armements pour le nombre de véhicules qu'il produit. Il produit plus d'1 million de véhicules, hein. C'est quand même un exploit parce que tout le monde pensait qu'il n'y arriverait pas. Mais néanmoins, s'il intégrait tout le savoir-faire technologique nécessaire pour être au niveau 3, au niveau 4, ça veut dire encore une fois qu'il met des radars, qu'il met du lidar. Du lidar, je vous rappelle que c'est des moyens de détection 3D de forme blanche. C'est ce qu'on a dans nos iPhones. Hein. Donc, ça ne peut pas être lié à sa philosophie libertarienne, ça, non? C'est purement pour faire des économies. Alors, en effet, quand vous l'écoutez, si vous écoutez certaines déclarations, il va vous dire que ça ne sert à rien, qu'il n'y croit pas, que c'est du gadget. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que juste avoir des caméras, quelques capteurs, et encore, il n'a même pas toute la panoplie de capteurs, et bien évidemment aussi un peu d'IA, ça ne suffit pas. Les caméras, ça ne fonctionne pas bien la nuit, les caméras, ça ne fonctionne pas bien quand vous avez le soleil en pleine face sur le rétroviseur. Donc il y a beaucoup de limites qui devraient être comblées par d'autres moyens technologiques matériels. Merci monsieur. Merci bien, bonne journée à vous. Bonne journée.